Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, Quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle de l'origine du Covid-19, le plus contagieux des complots. Imaginez, depuis maintenant une année que le coronavirus a fait son apparition et bouleversé nos vies paisibles, il y a comme une curieuse impression de mensonge permanent. L'origine du virus nous serait cachée. Le marché alimentaire de Wuhan, désigné comme le berceau de l'épidémie, ne serait pas le foyer originel de la maladie. Le Covid-19 serait en fait le fruit d'expériences scientifiques inavouées, puisqu'il aurait été fabriqué par l'homme en laboratoire. Des chercheurs chinois ou américains auraient joué aux apprentis sorciers en manipulant des virus mortels inconnus. Un accident sanitaire ou une volonté de nuire expliquerait par la suite sa propagation rapide sous toutes les latitudes. Face à l'ampleur de la catastrophe, les gouvernements auraient dissimulé l'origine réelle du Covid-19 aux populations. Ils chercheraient en fait à couvrir l'existence d'un programme obscur d'expérimentation secrète mené au mépris des conventions internationales. L'origine du Covid-19, c'est, vous l'aurez compris, l'occasion pour Tous Parano de revenir aux sources d'une pandémie qui, depuis 1 an, empoisonne les corps et les esprits. Selon des sources très fiables, le coronavirus aurait bien été inventé par Bill Gates. Il aurait créé le virus un soir avec sa boîte de chimie 2000. Aussitôt trouvé, il s'est inoculé une forme bénigne du virus. Il s'est ensuite rendu en Asie où, déguisé en M, il s'est fondu dans la population. Il a alors cherché un animal pour lui transmettre le virus. C'est le pangolin qu'il a choisi. On connaît la suite. Tous parano. Le 31 décembre 2019, alors que le monde s'apprête à fêter la nouvelle année, l'OMS, L'Organisation mondiale de la santé, est informée de l'apparition d'une nouvelle forme de pneumonie atypique de cause inconnue. Une maladie respiratoire étrange repérée dans la ville chinoise de 11 millions d'habitants, Wuhan. personne ne le sait encore, mais ce sont les prémices d'une pandémie mondiale qui va bouleverser la vie de milliards d'individus et en tuer plus d'1 million. Alors Geoffroy, comment ce virus est-il apparu ? Eh bien, selon la théorie officielle, il serait d'origine animale et les coupables désignés sont le pangolin Alias le fourmilier écailleux, et la chauve-souris. alias mammifère chiroptère. Et ce Covid, avant de pouvoir se transmettre à l'homme, aurait franchi 2 fois la barrière des espèces. Il serait passé d'abord de la chauve-souris au pangolin, puis, dans un second temps, du pangolin à l'homme. Et tout ça, bien sûr, de manière naturelle. Pangolin, pangolin, pangolin. Le pangolin. Yeah. Lorsqu'à la fin de l'année 2019, nous apprenons l'existence de ce virus, tous les yeux se tournent alors vers le plus gros marché alimentaire de Wuhan. C'est là que le Covid aurait atteint l'homme. Alors on imagine fruits de mer et gibier vivant qui pullulent sur ce marché dans des conditions d'hygiène plus que limites. On y trouvait en effet une grande promiscuité entre hommes et animaux sauvages là-bas. Dans les cages sont proposées à la vente une foule d'espèces comme des rats, des louveteaux, des blaireaux, des chauves-souris et des pangolins capturés ou issus d'élevages clandestins. Des animaux d'origine inconnue, forcément donc non tracés et contrôlés puisque leur vente était de toute manière en principe illégale. La présence d'une telle ménagerie au sein d'une mégapole de 11 millions d'habitants est officiellement effectivement illégale. Mais elle est officieusement acceptée par les autorités chinoises au titre de la tradition culturelle. Et toujours est-il que dans le marché de Wuhan, on pouvait trouver notamment l'espèce de chauve-souris qui a été identifiée comme l'hôte intermédiaire de la pandémie de SRAS, souvenez-vous, le syndrome respiratoire aigu sévère de 2002. Bref, pas très rassurant, mais le marché ferme. Fini donc les animaux. Oui, mais l'épidémie, elle, progresse. 47 cas sont d'abord mentionnés, ils sont tous hospitalisés et isolés.
et on se rend alors compte de la contagiosité de cette nouvelle maladie qui se propage comme une traînée de poudre. D'abord en Chine, dans un premier temps, puis partout, aucun continent n'est épargné. Et c'est ainsi que dans le monde entier, l'angoisse monte rapidement. Il faut agir. On cherche des explications. Le virus est inconnu, les gens meurent sans que l'on soit capable de comprendre ce qu'il se passe, les spéculations et les hypothèses se multiplient. Oui, car le consensus au sein de la communauté scientifique se fissure assez rapidement. Bien qu'il y ait eu des progrès incontestables dans la compréhension du virus, le mystère des origines animales du Covid-19 a continué de s'épaissir. Et ce, dans les quelques semaines qui suivent le début de la pandémie. Tous parano. Début février, des chercheurs chinois affirment bien que le Covid-19 est un coronavirus isolé du pangolin, un coronavirus qui partage 99% de son génome avec celui qui a été observé chez l'humain. Mais en fait, on apprend qu'il s'agit d'une erreur et que ces 99% en commun ne concernent qu'une partie du virus. Deux autres équipes, l'une chinoise et l'autre américaine, ont démontré depuis que le virus responsable du Covid partagerait en fait autour de 90% de son génome avec les souches isolées provenant des pangolins malades. Une similarité qui ne serait toutefois pas suffisante pour faire du pangolin un hôte intermédiaire du virus. Alors, cette théorie ne tiendrait donc pas si l'on tient compte des chiffres de similarité du génome que nous venons d'entendre. Par contre, la chauve-souris, elle, reste la piste sérieuse dans l'émergence de l'épidémie. Oui, excite les pangolins et leurs écailles, mais par contre, les chauves-souris sont toujours considérées comme la source du Covid-19. Pour preuve, un coronavirus de chauve-souris qui a été isolé s'est révélé être le plus proche génétiquement du virus circulant entre humains, puisqu'on retrouve 96% du matériel génétique en commun. C'est assez proche. D'où la question. Le virus aurait-il pu passer de la chauve-souris à l'homme, mais sans hôte intermédiaire ? Et la réponse qui fait consensus au sein de la communauté scientifique, eh bien c'est non. Il y a encore trop de différences entre ces deux virus pour affirmer sans nuance que le coronavirus de chauve-souris ait pu infecter l'homme directement. Mais alors, qui est cet hôte intermédiaire qui échappe aux scientifiques ? Les publications parues sur le sujet soulèvent finalement plus de questions qu'elles n'en résolvent. Et d'ailleurs, il en va de même sur la question du foyer original de l'épidémie, le fameux marché alimentaire de Wuhan. Déjà, on peut penser à la chronologie de la diffusion du virus. Des éléments accréditent en effet la thèse que le virus serait sorti de Chine avant même d'être identifié en tant que tel. Un exemple saisissant, c'est qu'on a trouvé des traces du coronavirus en Italie dans les eaux usées de Turin et de Milan qui ont été congelées en décembre 2019. Il en va de même pour le patient zéro. En France, rétrospectivement, il s'avère qu'il a été admis aux urgences de Bondy en Seine-Saint-Denis le 27 décembre. On sait cela avec certitude depuis le mois de mai. Le 27 décembre, donc, cela veut dire 4 jours avant que les premiers patients officiels de Wuhan ne soient repérés, et alors même que les autorités chinoises n'aient toujours pas informé l'OMS de l'apparition de cette nouvelle maladie. Notre patient zéro français, qui est-il ? C'est un homme âgé de 43 ans qui se nomme Amirou Chamar. Alors il est poissonnier. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que ce monsieur Amar ne s'est jamais rendu en Chine. S'il était bien allé en famille en Algérie pendant l'été, c'est quelqu'un qui ne se déplaçait quasiment pas. Autrement dit, l'absence d'un lien entre lui et la Chine, mais aussi de récents voyages à l'étranger, tend à démontrer que la maladie circulait déjà au sein de la population française à la fin du mois de décembre. Si le virus a émergé en Chine plus tôt qu'on ne l'a d'abord cru, le marché de Wuhan ne serait donc pas le point zéro de l'épidémie. La confusion dans les esprits commence à germer. Et ce n'est que le début, car nous disposons d'un autre élément depuis. C'est le premier cas connu en Chine, toujours donc après enquête rétrospective. Eh bien ce cas, Gaël, remonterait en fait au 17 novembre. De même, sur les 47 premiers, entre guillemets, patients officiels déclarés par les autorités chinoises le 1er janvier, seuls 26 s'étaient rendus sur le marché alimentaire de Wuhan.
14 avaient été en contact avec l'une de ces personnes sans s'être directement rendus sur ce marché. Mais surtout, 12 personnes n'avaient eu aucun contact, ni avec le marché alimentaire, ni avec aucun des patients atteints du mystérieux syndrome respiratoire. Oui, en clair, c'est un quart des cas qui ne sont pas attribuables à un contact direct avec le marché alimentaire, ni avec une autre personne ayant développé la maladie. Cela indique donc la forte probabilité d'un autre foyer original non encore identifié. Alors, vous le comprenez tout de suite, cela entre en contradiction flagrante avec la version divulguée par le gouvernement chinois sur l'origine du Covid-19. Mais pour faire preuve de pragmatisme, les autorités ordonnent toutefois, le 1er janvier 2020, la fermeture et l'assainissement du marché de Wuhan. Ce qui est important surtout, c'est qu'en décidant de fermer le marché assez rapidement, les autorités chinoises referment le couvercle sur le lieu désigné comme étant l'épicentre supposé d'une pandémie qui allait ravager la planète. Oui, et les preuves saisies dans le marché lors de sa fermeture n'ont en effet jamais été rendues publiques. On peut se poser quelques questions. Quelle est la liste des espèces animales saisies et analysées ? Quelles espèces étaient porteuses du coronavirus ? Autant de mystères qui laissent penser que la Chine retient certaines informations cruciales. Et des doutes qui confinent à la conviction lorsque l'on apprend que tous les échantillons prélevés sur le marché ont tout simplement été détruits. Dans les premières semaines de janvier, la Chine se veut malgré tout rassurante. Et l'OMS, vraisemblablement sous la pression du gouvernement chinois, va jusqu'à déclarer, je cite, qu'il n'y a pas de preuve évidente de transmission interhumaine. Nous sommes là le 12 janvier 2020. Mais l'épidémie progresse et les morts commencent à se voir. Les Chinois, ne pouvant nier l'urgence sanitaire devenue un spectacle médiatique mondial, prennent des mesures drastiques. Nous sommes le 20 janvier, Wuhan est placé en confinement et la Chine est contrainte d'annoncer officiellement que le virus est transmissible d'homme à homme. On le voit donc, une théorie officielle qui contient de nombreuses zones d'ombre, si ce n'est des contradictions manifestes. Et dans tous les cas, la désinformation du gouvernement chinois, la sous-estimation du problème par l'OMS, les résultats contradictoires des publications scientifiques, ont ouvert un espace qui a permis la création et la diffusion ultra rapide d'un grand nombre de théories du complot, et ce, à une échelle jamais vue. Tous parano. Tous parano. Tous parano. La plus importante théorie du complot concernant l'origine du Covid-19 et à laquelle nous allons consacrer cet épisode est la suivante. Le coronavirus aurait été créé en laboratoire par l'homme. Il serait donc un virus artificiel et non naturel, contrairement à la théorie officielle. Le coronavirus aurait été fabriqué par des chercheurs travaillant soit à l'élaboration de vaccins pour des maladies encore inexistantes, soit à la conception d'armes bactériologiques destructrices. Et dans ce cas, l'apparition du Covid-19 apparaît être comme le fruit d'un accident de laboratoire. Et que l'on considère l'une ou l'autre des variantes de cette théorie, tous les regards se tournent vers le fameux laboratoire P4 de Wuhan, la ville d'où serait partie la pandémie. Alors Geoffroy, commençons si tu veux bien par raconter l'histoire de ce fameux laboratoire P4 qui concentre donc tous les soupçons. Alors il nous faut pour cela remonter en octobre 2004. Lors d'un voyage officiel en Chine, Jacques Chirac, qui est alors le président de la République française, signe pour 4 milliards d'euros de contrats. L'une des contreparties est la suivante, la France s'engage à construire un laboratoire P4 à Wuhan. Alors à l'époque, l'Asie sort tout juste d'une autre épidémie, on l'a vu, celle du SRAS. Né en Chine, le virus a fait plusieurs centaines de morts et s'est répandu dans 28 pays. La Chine, consciente de son retard, cherche alors à développer des partenariats scientifiques avec d'autres pays et dans ce cadre se tourne notamment vers la France. Proposition bien accueillie chez nous, citons l'Institut Pasteur et l'INSERM, très intéressés par l'idée de mettre en place un programme de collaboration scientifique avec les Chinois, avec entre autres le développement du laboratoire dit P4.
Alors un P4, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un laboratoire pathogène de classe 4, autrement dit un laboratoire susceptible d'abriter des micro-organismes porteurs de maladies très contagieuses et dangereuses. Et à cette époque, dans le monde, il y a 30 laboratoires P4. Oui, notamment un en France, 5 aux États-Unis. Ce sont les laboratoires où l'on stocke et où on manipule les virus les plus dangereux, voire mortels pour l'homme. Et l'une des caractéristiques de ces laboratoires P4, c'est évidemment la multiplication de procédures de sécurité très contraignantes, puisqu'on cherche avant tout à éviter toute fuite des virus vers l'extérieur. On peut l'espérer. Alors rien ne doit sortir, l'air et l'eau par exemple circulent en circuit fermé. Et si on prend de telles précautions, c'est aussi parce que ces installations ultra sensibles, au-delà du risque d'accident, eh bien, ce sont des lieux où on peut, théoriquement bien sûr, mais développer des armes biologiques. Et cette crainte de détournement du laboratoire P4 chinois pour faire des armes biologiques pèse alors sur le projet, mais dès les premières négociations. Dès le retour de Jacques Chirac en France, des diplomates alertent donc le chef de l'État sur ce danger et s'opposent à la construction du laboratoire. L'ambassadeur de France en Chine, qui était en 2004 à la tête de la toute-puissante direction des affaires stratégiques du Quai d'Orsay, Gérard Haraud, il a même récemment déploré l'angélisme des blouses blanches de l'Institut Pasteur et de l'INSERM. Nos amis scientifiques étaient en effet un peu naïfs. Potentiellement, c'est évidemment un équipement qui peut être utilisé pour élaborer des armes bactériologiques. Quand j'étais directeur des affaires stratégiques, on m'opposait toujours cet argument « Oh, mais vous savez, c'est une coopération stratégique de long terme que nous mettons en place ». Que dalle! Celui d'en face, il veut notre camelote. Il achète notre matos. Du coup, diplomates et militaires font bloc face à Jacques Chirac pour stopper le projet. Et il faut attendre l'élection de Nicolas Sarkozy pour que ce dossier revienne au premier plan. Et oui, en effet, en 2007, si la construction du laboratoire n'a toujours pas démarré, tout va changer avec la nomination de Bernard Kouchner au ministère des Affaires étrangères, qui place alors à la tête du projet Alain Mérieux. Ici, pas de haut fonctionnaire ou de militaire, c'est le dirigeant du groupe pharmaceutique du même nom qui est nommé. C'est donc quelqu'un qui vient du privé, et Alain Mérieux apparaît d'autant plus comme l'homme de la situation, puisque c'est lui qui a fondé le laboratoire P4 de Lyon. Oui, le laboratoire qui a servi de modèle à celui de Wuhan. Et cerise sur le gâteau, Alain Mérieux, c'est un ami intime de Xi Jinping, l'actuel président chinois, qui était alors en pleine ascension politique au sein du régime communiste. Et c'est sous la direction d'Alain Mérieux que 13 ans après le lancement du projet, donc en 2017, la construction du laboratoire de Wuhan est enfin achevée. Le bâtiment est présenté à la presse en présence du Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve. J'ai visité ce matin le premier laboratoire de haute sécurité biologique en Asie, de classe P4, dont la maîtrise d'ouvrage avait été confiée, vous le savez, à des sociétés françaises. Votre ville se trouve ainsi dotée d'un équipement scientifique de très haut niveau. Wuhan est une ville ouverte à la science et à la technologie. Les craintes côté français restent néanmoins vives. De nombreux diplomates et des scientifiques en France estiment que le degré de technicité des chercheurs chinois n'est pas suffisamment développé pour pouvoir manipuler des pathogènes de classe 4, qui sont les virus les plus mortels. Signe peut-être de certaines difficultés techniques au moment de sa mise en route, c'est seulement à l'été 2019, donc c'est tout récent, que le laboratoire commence à fonctionner à plein régime. Et à sa tête, on trouve une éminente virologue qui s'appelle Xi Zhengli. En France, Xi Zhengli n'est pas une inconnue. Elle a étudié 4 ans à Montpellier et à Lyon, et pendant toute la durée de ses études, elle est décrite par ses anciens camarades comme une jeune femme très brillante, mais qui serait dotée d'un tempérament un peu obsessionnel, si on peut dire. Elle veut être la première à trouver l'origine de l'épidémie de SRAS, qui a révélé les faiblesses scientifiques de son pays, souvenez-vous. Et en 2013, après 8 ans de recherche et après avoir effectué des prélèvements sur plus de 15 000 chauves-souris, elle parvient à identifier l'espèce qui est à l'origine du SRAS, le rhinolophe fer à cheval. Rhinolophus ferrumecinum, pour les férus de latin. C'est également la chauve-souris suspectée aujourd'hui d'avoir engendré le Covid-19. Et cette découverte sur l'origine du SRAS confère en tout cas à Xi Zhengli le statut de spécialiste mondial des maladies associées aux chauves-souris. Elle hérite d'ailleurs même d'un surnom assez cocasse, Batwoman. Waouh! Et il faut dire que pour parvenir à sa découverte, elle a récolté 2000 souches de coronavirus dans les grottes du sud de la Chine. 2000 souches qui seront d'ailleurs placées dans le laboratoire P4 de Wuhan, une fois que celui-ci sera achevé. Et fait troublant, elle publie en 2015 un article prémonitoire dans la prestigieuse revue Nature,
où elle affirme que la prochaine épidémie mondiale sera provoquée par un virus de chauve-souris. La découverte de tels virus signifie que non seulement le SRAS, mais d'autres virus liés au SRAS peuvent poser un risque potentiel pour les humains. Donc d'une part, nous avons commencé à étudier sa distribution et son patrimoine génétique. D'autre part, nous avons mené des expériences de biologie moléculaire dans notre laboratoire pour évaluer si ces virus liés au SRAS, transportés par les chauves-souris, pourraient franchir la barrière des espèces. Et oui, ça inquiète. Et ces travaux sont alors suivis de près par les Américains qui se décident finalement à la soutenir financièrement, à hauteur de 3,7 millions de dollars. Et petite précision, si les Américains se montrent intéressés par les études sur les coronavirus en Chine, c'est parce que ces recherches sont alors tout simplement interdites chez eux, en raison de leur dangerosité. C'est pratique. On exporte le danger, c'est un peu le syndrome NIMBY. C'est vraiment un monde de parano. Tous parano. En décembre 2019, lorsque débute l'épidémie du Covid-19, Qi Zhengli se trouve à Shanghai. Alertée, elle regagne alors Wuhan en catastrophe avec, selon ses dires de l'époque, le doute affreux que ce nouveau virus pourrait être sorti de son laboratoire par accident. Il y a de quoi faire des nuits blanches. Mais une fois sur place, elle se montre rassurante sur la sécurité de ses services et s'empresse d'affirmer que le Covid-19 n'a rien à voir avec les 2000 souches stockées dans le laboratoire P4 et que ses équipes ne sont en aucun cas donc à mettre en cause. En Chine, de nombreux internautes l'accusent pourtant immédiatement. Ils mettent en cause sa responsabilité directe dans l'apparition de l'épidémie, notamment sur le réseau social Weibo, le Twitter chinois. Alors on peut se demander, un accident est-il vraiment impensable ? En tout cas, le président chinois se rend à Wuhan pour rassurer l'opinion. Et après sa visite, son gouvernement décide de renforcer drastiquement les mesures de sécurité dans les laboratoires de virologie. Certains établissements seraient jugés même trop laxistes. Une affaire notamment a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux chinois. Une affaire qui met en scène un célèbre chercheur de l'Empire du Milieu. Un chercheur que l'on accuse de revendre des animaux de son laboratoire, des animaux potentiellement contaminés, sur lesquels on a réalisé des expérimentations. Oui, c'est dingue. Cette histoire peut paraître même farfelue. Mais elle se nourrit de faits qui concourent à penser que de nombreux animaux de laboratoire se retrouvent sur des marchés alimentaires en Chine. Écoutez, des études menées par des ONG internationales consacrées au trafic d'organes et au trafic d'animaux l'ont même démontré ces dernières années. Le Covid-19 proviendrait-il d'un animal infecté au sein d'un laboratoire de Wuhan, un animal qui se serait retrouvé pour une raison ou une autre sur le fameux marché alimentaire ? Eh bien, c'est une hypothèse qui prend d'autant plus d'ampleur qu'on apprend à ce moment-là qu'il existe à Wuhan, en plus du fameux laboratoire P4, 2 autres laboratoires. Alors cette fois-ci, c'est des laboratoires P3, des laboratoires moins sécurisés, mais ce sont des laboratoires dans lesquels les chercheurs manipulent également des coronavirus de chauve-souris. Surtout, l'un des deux se trouve même à moins de 300 mètres du fameux marché où ont été identifiés les premiers malades. C'est une proximité qui alimente le doute. Oui, et il n'en faut pas plus pour que la thèse d'un accident lié à une manipulation humaine du virus animal se diffuse massivement sur la toile, en Chine comme à l'étranger. Mais tout cela se nourrit également des controverses précédentes qui accompagnaient des expérimentations sur le coronavirus de chauve-souris en laboratoire. L'une des plus fameuses d'entre elles met une nouvelle fois en scène notre Batwoman, Xi Zhengli. Alors, retour en 2015, Zhengli, en collaboration avec une équipe américaine, crée un virus mutant. C'est un mélange de coronavirus inoffensif de chauve-souris, mais qu'elle a mélangé au SRAS, qui lui est mortel pour l'homme. L'objectif ? Créer un vaccin au cas où le virus inoffensif de chauve-souris muterait de lui-même en un virus dangereux. Batwoman a donc créé un virus chimérique synthétique létal. 4 mots qui enchaînés ont de quoi nous rendre tous parano. C'est sûr. Des recherches délicates qui sont mises en cause par certains experts qui se sont même amusés à calculer la probabilité pour qu'un tel virus inoffensif mute en virus mortel de manière naturelle. Et en gros, ils ont conclu que vous avez 3 fois plus de chances de gagner le jackpot de l'euro-million plutôt que ça arrive, c'est-à-dire en gros une chance sur 1 milliard. Méthode imparable en tout cas pour poser la question de l'utilité de ce type de recherche. Tous parano. Démentie par la Chine, la théorie de l'accident va devenir l'objet d'une intense bataille diplomatique. Les déclarations fracassantes de nombreux dirigeants politiques et d'experts plus ou moins autoproclamés de tous bords vont d'abord alimenter la thèse d'une création chinoise du virus en laboratoire, mais là dans un but militaire.
Et l'un des tout premiers à le faire, nous sommes là le 30 janvier 2020, c'est un dénommé Francis Boyle. Alors il soutient, lui, dans une vidéo YouTube d'un peu plus d'une demi-heure, la thèse que le coronavirus a fuité par accident du laboratoire de haute sécurité de Wuhan. Un petit mot sur Francis Boyle, peut-être, Gaël ? Oui, Francis Boyle, c'était un professeur de droit international américain de l'Université d'Illinois, qui est maintenant à la retraite. Alors il est connu pour avoir publié en 2006 un essai nommé « Guerre biologique et terrorisme, retour sur les attaques terroristes à l'anthrax ». Alors durant sa carrière, il a servi comme conseiller spécial en Bosnie-Herzégovine pour l'autorité palestinienne, et à ce titre, c'est un fervent pourfendeur d'Israël. Il est connu pour avoir défendu le droit des peuples indigènes aux États-Unis et au Canada, appelant même à l'indépendance d'Hawaï par exemple. Il a également été membre du conseil d'administration d'Amnesty International aux États-Unis. Et depuis la guerre du Golfe, il a pris des positions très tranchées, déplorant les opérations militaires américaines menées au Moyen-Orient. C'est donc un parcours assez détonnant, et donc c'est bien lui qui est à l'origine de la vague d'articles qui reprend l'idée de la création du Covid-19 en laboratoire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il raconte dans cette fameuse vidéo ? Il dit que le Covid-19 va engendrer une nouvelle guerre froide. Il parle également du spectre d'une crise économique historique et d'une troisième guerre mondiale à venir. Des propos glaçants, quoi. Et dans cet entretien, il affirme également, ce qui ne va pas nous rassurer, que tous les laboratoires P4 qu'on trouve aux États-Unis, en Europe, en Russie, en Chine, en Israël, eh bien, ils sont tous là pour chercher et développer des agents biologiques offensifs. Il n'existe pas d'autre raison pour Francis Boyle d'avoir un laboratoire P4. Écoutons-le un peu. Le développement de la recherche sur les armes biologiques est aujourd'hui un crime international. Et ceci est criminel. Je ne dis pas qu'ils ont délibérément infecté leur population. Tout cela a fui du laboratoire P4. Je veux dire, tout le monde le sait, ceux qui l'ont étudié en tout cas. Donc c'était une catastrophe qui devait arriver. Et malheureusement, c'est arrivé. Et le gouvernement chinois, le président Xi et ses camarades ont couvert l'affaire. Et tout ce qu'ils nous disent, c'est du mensonge et de la propagande. La théorie développée par Boyle fait mouche, et elle est relayée par le sénateur républicain Tom Cotton 2 semaines plus tard sur les plateaux de Fox News. Quelques jours après, l'animateur radio pro-Trump, Rush Limbaugh, associé à la complosphère bien souvent, suggère à son tour dans son émission que l'épidémie de coronavirus est un complot des Chinois pour anéantir l'économie américaine à l'aide d'une arme biologique. Pour Trump, c'est une certitude, un accident est à l'origine de l'épidémie. Et il annonce en conférence de presse que l'administration dispose d'éléments qui incriminent Pékin et que le virus chinois vient avec certitude d'un laboratoire de Wuhan. Si Donald Trump semble aussi sûr de son fait, c'est aussi que 2 ans avant que la pandémie de Covid-19 n'envahisse le monde, plusieurs officiels de l'ambassade américaine en Chine avaient alerté Washington des risques sécuritaires entourant le laboratoire de Wuhan. Comme le rapporte le Washington Post, quotidien donc difficilement assimilé à un organe conspirationniste, des hauts responsables américains qui avaient visité le site scientifique à l'époque avaient transmis 2 messages au département d'État faisant part de leur inquiétude. Eh bien, dans ces messages, les diplomates américains en question mettent alors en garde l'administration américaine contre les failles dans la sécurité et la gestion du laboratoire P4. Mais surtout, il souligne explicitement que les expériences sur les coronavirus de chauve-souris présentent un danger quant à leur transmission humaine potentielle. C'est même le risque d'une nouvelle pandémie de type SRAS qui est alors pointé. Moi je suis parano. Tous parano. Devant ce flot continu d'accusations, les ennemis idéologiques des États-Unis contre-attaquent. Et par un renversement étonnant, ils accusent dorénavant l'Amérique d'avoir fabriqué le virus dans ses laboratoires secrets. La tension est montée graduellement. Alors ce sont d'abord les Russes qui sont les premiers à évoquer cette hypothèse, et fait un petit peu étonnant, le premier article qui développe cette théorie, il est publié le jour même de la diffusion sur YouTube de l'entretien de Francis Boyle. Un article ayant pour titre « Coronavirus, une guerre biologique américaine contre la Russie et la Chine » et qui est publié, pour que les choses soient bien claires, dans une revue financée par le ministère russe de la Défense. Quelques jours plus tard, on peut lire un article dans l'organe officiel du Parti communiste cubain Granma que le coronavirus a été, je cite, créé dans les laboratoires aux États-Unis. Des accusations qui sont ensuite relayées par exemple en Iran. Et c'est au tour des Chinois d'ajouter leur pierre à l'édifice. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, laisse entendre sur Twitter que le nouveau coronavirus aurait été introduit par l'armée américaine. Il base ses accusations sur les publications d'un auteur bien mystérieux, un certain
Larry Romanoff. Ah oui, tu dis mystérieux parce que finalement, on ne sait pas vraiment qui c'est, ce Larry Romanoff. Alors oui, il y a bien une biographie sur Internet qui évoque un homme d'affaires à la retraite, quelqu'un qui a été propriétaire d'une entreprise internationale d'import-export, qui aurait même été invité à donner quelques cours à l'université Fudan de Shanghai, une ville d'ailleurs où il vivrait aujourd'hui. Mais bon, honnêtement, c'est vraiment difficile de savoir si tout cela est vrai ou faux. Ce qui est frappant ici quand même, c'est la rencontre entre deux mondes que tout semble opposer. Celui d'un des plus hauts dignitaires chinois, deuxième puissance de la planète, et celui donc d'un obscur auteur venant du très fond de la complosphère. Et c'est d'autant plus intéressant que les révélations de Romanoff, exploitées par notre dirigeant chinois, remettent en question, sur pas mal d'aspects, la version officielle qui est diffusée par son propre gouvernement. Oui, c'est paradoxal. En effet, si ce sont les États-Unis qui ont fabriqué le virus, le marché alimentaire de Wuhan ne peut plus être le foyer originel de la pandémie. La contre-attaque chinoise a donc un prix, celle d'assumer le fait que le régime se contredit. Alors voilà ce que Larry Romanoff écrit, je le cite. Le Covid-19 ne trouve pas son origine au marché de Wuhan. Il n'est pas dû au fait que des gens aient mangé des chauves-souris et des animaux sauvages. Et le virus ne provient pas de Chine, mais bien d'un autre pays. Pour lui, la preuve scientifique de cette affirmation réside dans le fait que les génomes du Covid-19 trouvés en Iran et en Italie ont été séquencés et qu'ils diffèrent du virus de Wuhan qui a infecté la Chine. Il semblerait donc que la seule possibilité soit que son origine se retrouve aux États-Unis parce que c'est le seul pays à disposer du tronc commun de toutes ces variétés. Il continue, il est donc vraisemblable que la source originale du virus du Covid-19 soit le laboratoire de guerre biologique de Fort Detrick. Il ajoute, ce ne serait pas une surprise, étant donné qu'entre 2005 et 2012, les États-Unis ont connu 1059 cas de vol ou disparition d'agents pathogènes dans leur laboratoire biologique. C'est donc une moyenne stupéfiante que nous dit Romanoff. Là. Un cas tous les 3 jours de vol ou de disparition. Oui, et puis tu parlais de Fort Detrick. Petite précision quand même, vous vous en souvenez peut-être, mais on en parlait déjà dans notre épisode consacré au sida. Fort Detrick, à l'origine, une base militaire donc située dans le Maryland, qui développait officiellement, jusqu'en 1969, des armes biologiques. Et de nos jours, alors toujours officiellement, qu'est-ce que c'est Fort Detrick ? Eh bien, c'est un centre de recherche biomédicale qui abrite un laboratoire P4. Et cette référence à Fort Detrick, c'est vraiment l'une des plus partagées au sein de la complosphère, un lieu que l'on retrouve au centre de multiples conspirations. Tu disais à l'instant que le site abrite un laboratoire P4. Je me permets quand même d'ajouter une information importante, donc toujours mentionnée par Romanoff. Une unité de recherche de Fort Detrick aurait été fermée dans la panique au cours de l'été 2019. Et c'est une information qui a été confirmée, notamment par le très sérieux New York Times. On peut donc dire qu'il s'agit là d'un fait établi, et d'ailleurs, cela a conduit le gouvernement américain à suspendre provisoirement la recherche sur le site au courant de l'été. Le temps, bien sûr, de régler les problèmes de sécurité constatés. Ouais, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Eh bien, cela, on l'ignore. C'est bien entendu classé secret défense. Alors, si tu veux mon avis, moi, j'imagine effectivement la fuite d'un agent pathogène, la contamination peut-être d'un chercheur, d'un laborantin qui travaillait sur Fort Detrick. Enfin bon, on ne saura jamais. Ouais, tu me parais un peu parano. En tout cas, Romanoff, lui, fait bien un lien entre Fort Detrick, l'armée américaine et l'origine du Covid-19. Et cela, attention, grâce au sport. Eh oui, car du 18 au 27 octobre 2019, se sont déroulés les Jeux militaires mondiaux à Wuhan. Eh oui, à Wuhan. Compétition qui a regroupé près de 10 000 athlètes militaires représentant 100 nations. Et la théorie de Romanoff qui plaît tant aux dirigeants chinois s'affine. Certains membres de l'équipe américaine participant à la compétition ont été infectés par le virus en raison d'une diffusion accidentelle à Fort Detrick.
Ces militaires ont pu faire une visite touristique de la ville de Wuhan au cours de leur séjour. Et là, ils auraient potentiellement infecté des milliers de résidents dans différents endroits. Et sur les réseaux chinois, cette thèse connaît un succès immédiat. La presse traditionnelle même commence à se poser la question. On parle par exemple de 5 athlètes étrangers en visite à Wuhan pour les Jeux militaires mondiaux qui ont été hospitalisés fin octobre pour une infection à l'époque indéterminée. Et si vous vous en souvenez, en France aussi, nous avons entendu parler de ces Jeux mondiaux. Plusieurs athlètes militaires français qui avaient participé à ces mêmes Jeux militaires avaient décrit avoir été atteints par de mystérieux symptômes. Geoffroy, peut-être tu peux nous rappeler un peu les faits. Oui, alors tout part de l'entretien d'Élodie Clouvel, le 25 mars au journal télévisé de la chaîne locale que nous adorons, Télévision Loire 7. Ah ouais, j'ai toutes les cassettes. Et Élodie Clouvel, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'en plus d'être quand même très jolie, c'est la championne du monde et la vice-championne olympique de pentathlon moderne, quand même respect. Et le journaliste l'interroge alors, au cours de cette interview, sur l'éventuel report des Jeux Olympiques de Tokyo qui aurait dû avoir lieu, rappelez-vous... cette année, en 2020. Ouais, l'été 2020. Alors il lui demande, Élodie, est-ce que tu appréhendes de te rendre en Asie? C'est quand même le continent où s'est déclarée la maladie. Et sa réponse, eh bien, elle est assez candide. Elle dit absolument pas, parce que je pense qu'avec Valentin, alors Valentin... Oui, c'est Valentin Belot, celui qui va te rendre jaloux. C'est son compagnon. Ah, il est pentathlète, lui aussi. Je ne fais pas tout entendu. Oui, donc avec Valentin, on a déjà eu le coronavirus, enfin le Covid-19. On ne s'est pas plus s'inquiéter que ça, parce qu'on n'en parlait pas encore. On a eu un contact avec le médecin militaire récemment, et il nous a dit, je pense que vous l'avez eu, le Covid-19, parce qu'il y a beaucoup de gens de la délégation qui ont été malades. Voilà ce que nous dit Élodie Clouvel. Incroyable, j'avais l'impression d'avoir Élodie en face de moi, mais un peu plus poilue. Faut qu'on se fasse plaisir. On va s'écouter un extrait de Télévision Loire 7. La vice-championne olympique redoutait avoir contracté le coronavirus à son retour des Jeux mondiaux militaires organisés à Wuhan. Des propos qui prennent aujourd'hui une ampleur internationale. La presse française et étrangère s'en empare ce mercredi, du Parisien à l'Équipe, en passant par les journaux télévisés et qui ouvrent leurs éditions avec cette information, et même le Daily Mail. Mais pour préserver notre athlète stéphanoise, nous n'avons pas souhaité diffuser d'extrait de cette interview. Élodie Clouvel aurait reçu des menaces pour les propos qu'elle a tenus sur notre chaîne le 25 mars. Assez étonnant, le journaliste de Télévision Loire 7. Oui, qu'il ne souhaite pas retransmettre finalement cette interview que j'ai aussi bien imitée. La semaine suivante, sous couvert d'anonymat, c'est un autre militaire français présent à Wuhan qui déclare lui aussi à la radio, je cite, être tombé malade, tout comme plusieurs membres de la délégation à son retour. Alors ce sont deux sorties médiatiques qui ne plaisent pas du tout à la hiérarchie militaire. Fidèle à sa réputation, de grande muette, l'armée demande ainsi aux athlètes français de ne plus répondre aux médias sur le sujet. Un sujet d'ailleurs enterré. On n'en saura pas plus. On ne connaîtra jamais les résultats des tests au Covid-19 qui ont été réalisés par les membres de la délégation française. Et suite à cette omerta, l'association des journalistes de défense publie quand même 2 lettres ouvertes pour demander au ministère des Armées de permettre aux journalistes de faire leur travail. Et si on le dit, c'est parce que c'était tout simplement une première depuis plus de 20 ans. La grande muette. Vous êtes tous parano. Dans tous les cas, la théorie de l'origine américaine du coronavirus a assez pénétré les esprits dans l'Hexagone pour que l'ambassadeur chinois en France se permette de reprendre publiquement cette thèse à son compte, y ajoutant même une nouvelle dimension accusatrice. On peut lire ainsi sur le compte Twitter de l'ambassade, je cite, « Après la fermeture de la base Fort Detrick, la grippe H1N1 a éclaté aux États-Unis. En octobre 2019, les organes américains ont organisé un exercice codé Event 201 en cas de pandémie mondiale. 2 mois plus tard, le premier cas de Covid-19 a été confirmé à Wuhan, en Chine. » Fin de citation. En tout cas, il fait des liens. Oui, l'ambassadeur chinois, il accuse clairement les États-Unis de propager finalement virus sur virus. H1N1 d'abord, coronavirus aujourd'hui. Mais tu parlais de cet Event 201. De quoi il s'agit exactement ? C'est un événement qui a eu lieu à New York et qui a été organisé conjointement par la fondation Bill et Melinda Gates, l'école de santé publique Johns Hopkins et le Forum économique mondial. Alors, décideurs politiques, chefs d'entreprise et grands responsables de la santé se sont réunis ce jour-là pour travailler ensemble sur une simulation d'épidémie mondiale
de coronavirus. Cette journée s'est déroulée précisément le 18 octobre. Alors on remarquera que c'est le jour même où les Jeux militaires mondiaux ont débuté à Wuhan. C'est assez cocasse. C'est un événement donc qui, selon plusieurs sites internet complotistes et notre ambassadeur chinois, aurait étrangement prophétisé l'épidémie de Covid-19. Ça sera une grave épidémie. Les entreprises vont devoir fermer, c'est un fait. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose de dangereux. Quelque chose doit changer. C'est quoi vos priorités? Mais où est l'argent? Donc il y a une peur massive? Et cela va continuer à augmenter de manière exponentielle. Nous pourrions voir le nombre de cas doubler en une semaine. Vous ne rêvez pas. Il s'agit juste d'une mise en scène qui a eu lieu le 18 octobre 2019 aux États-Unis pour une répétition générale en cas de pandémie mondiale. Autour de cette table, tous les secteurs représentés, les hôpitaux, les transports, les industriels, l'armée et les médias. On y évoque également le rôle des réseaux sociaux dans la désinformation. J'ai peine à le croire, surtout quand je découvre que ce sont des milliardaires qui sont derrière cette répétition générale soutenue par l'OMS. Mais oui, pour les conspirationnistes, la nature des acteurs impliqués, la modélisation d'une pandémie fictive de coronavirus 2 mois avant l'apparition d'une pandémie réelle, a de quoi susciter la suspicion. Principalement sur la puissante Fondation Gates. Oui, la Fondation Gates, une fondation qui soutient financièrement l'Organisation mondiale de la santé. On l'a vu, qui avait sous-estimé au début la pandémie. C'est tout simplement maintenant le premier contributeur privé, mais aussi le premier contributeur tout court de l'OMS après le gel des financements de l'administration américaine voulue par Trump. Oui, la Fondation Gates, ça c'est tout simplement l'acteur non étatique le plus puissant de la planète en domaine de santé. Sa dotation financière s'élève à un peu moins de 50 milliards de dollars. C'est une somme qui est supérieure au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, de la Jordanie ou encore de l'Islande. Je crois que je suis parano. La première personne à avoir mis en accusation le rôle suspect de la Fondation Gates, c'est quelqu'un au profil, toujours c'est récurrent dans Tous Parano. Quel casting. Quelqu'un d'un peu particulier, l'ex-membre du Congrès américain, Cynthia McKinney, qu'on va vous présenter. Ouais, on va se faire ce plaisir. Cynthia McKinney, alors elle c'est une femme politique noire américaine. Elle a été élue au Congrès de 1992 à 2000 et puis de 2004 à 2008 sous les couleurs démocrates. Elle devient ensuite candidate pour le Parti écologiste américain, le Green Party, à l'élection présidentielle de 2008. Elle a été régulièrement accusée d'antisémitisme, ses déclarations selon lesquelles les sionistes contrôlent le monde, les rumeurs selon lesquelles plusieurs de ses campagnes électorales ont été financées par de mystérieux donateurs du Moyen-Orient, n'y sont sans doute pas pour rien. Oui, d'ailleurs, elle est très populaire au sein de la communauté musulmane américaine et elle a quand même un fait d'arme à son actif, celui d'avoir été incarcérée en 2009 dans une prison israélienne lors d'un voyage diplomatique dans la bande de Gaza. Considérée comme une figure de proue du conspirationnisme post-11 septembre, elle est connue aux États-Unis aussi pour ses nombreuses théories extrêmes. Par exemple, elle a soutenu que les autorités américaines auraient profité de l'ouragan Katrina pour exécuter d'une balle dans la tête 5000 prisonniers et que des militaires auraient jeté leurs cadavres dans un marais. Elle aime les histoires chocs, visiblement. Et donc c'est elle qui est l'une des premières à alimenter la théorie selon laquelle la Fondation Gates n'aurait pas simplement prophétisé l'apparition de la pandémie, mais qu'elle en serait même à l'origine. Le coronavirus est un vrai virus qui a été conçu en laboratoire et nous devons donc nous prémunir contre l'infection. Sinon, vous risquez une mort réelle. Maintenant, notre champ de bataille, c'est notre circulation sanguine. Mais alors pourquoi ? Bill Gates, c'est un peu le pompier pyromane dans cette histoire. C'est lui qui aurait mis le feu pour ensuite prétendre pouvoir l'éteindre. Il aurait en effet lancé la pandémie du Covid-19 dans le but de planifier la vaccination de la population mondiale, un des grands chevals de bataille de sa fondation. Et l'argument avancé par Cynthia McKinney pour justifier sa théorie est que la fondation du cofondateur de Microsoft finance également le centre de recherche britannique nommé PureBright, un centre qui a déposé en 2015 un brevet portant sur un vaccin contre le coronavirus. Bill Gates aurait donc toutes les cartes pour provoquer l'épidémie et ce ne serait finalement que la première étape d'un plan qui vise à contrôler et à tracer l'ensemble des habitants de la Terre.
McKinney, comme d'autres, relaie la thèse que Gates souhaiterait implanter des puces sous-cutanées. Des puces qui seraient donc intégrées au futur vaccin du Covid-19 et qui hébergeraient les données de santé de tout un chacun. Interprété ainsi, la pandémie du Covid-19 aurait donc pour but la surveillance généralisée des humains. La surveillance généralisée des humains, un thème sur lequel nous reviendrons plus tard, on vous le promet. On peut déjà dire que c'est au programme du prochain épisode, non Gaël ? Tu me parais drôlement bien informé, dis donc. Tu vas avoir des problèmes. tous parano, écoute parano. T'as mis ton casque en aluminium, j'espère. J'ai tout ce qu'il faut. Nous allons maintenant voir une troisième variation concernant la théorie de l'origine du Covid en laboratoire. C'est une théorie qui met en avant l'idée d'une coopération scientifique internationale qui aurait mal tourné et où, fait étonnant, le virus du sida fait son apparition. 2 semaines après le tweet de l'ambassadeur chinois en France et alors que les théories du complot à propos du Covid-19 se multiplient dans toutes les directions, le professeur Luc Montagnier lâche une bombe. Le voilà. Invité à commenter l'actualité sanitaire par le docteur Jean-François Lemoine sur le site Pourquoi Docteur, le professeur Montagnier déclare que le Covid-19 est le résultat d'une manipulation génétique évoquant un travail d'apprenti sorcier. Et le lendemain, il est invité sur CNews et il réitère ses propos, développant une nouvelle théorie qui fait son petit effet. Il faut dire que le professeur Montagnier est quand même prix Nobel de médecine pour sa découverte du VIH, virus de la maladie du sida. Même s'il n'est plus considéré comme un scientifique à la pointe de la recherche. Ouais, il a quand même 88 ans. Qu'il a pris des positions controversées sur les vaccins, vous l'avez entendu. Toujours est-il qu'un Nobel, ça permet de bénéficier d'une aura particulière auprès du grand public. Oui, l'aura d'un éminent savant dont l'apport à l'histoire de la science ne saurait être contesté. Les Chinois ont tout d'abord publié l'ARN du Covid-19. Le professeur Montagnier a alors analysé précisément les séquences génétiques du virus mises à la disposition de la communauté scientifique et alors, à sa grande surprise, il a retrouvé des séquences du VIH insérées dans le génome du Covid-19. Luc Montagnier évoque aussi une équipe de chercheurs indiens qui serait en fait à l'origine de cette découverte, des chercheurs de l'Indian Institute of Technology de New Delhi. Oui, et il dit même que ces chercheurs auraient tenté de publier leurs conclusions, mais qu'ils auraient finalement été obligés de se rétracter suite à de nombreuses pressions. Écoutons le professeur Montagnier. Il y avait une manipulation au sujet de ce virus. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. À ce modèle, on a ajouté des séquences du VIH, le virus du sida. Ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger. Dans quel but, ça n'est pas clair. Il y a quand même une volonté d'étouffement. Le plus probable donc pour lui, c'est que des chercheurs du laboratoire de Wuhan auraient pu travailler à l'élaboration d'un vaccin contre le sida, ce qui expliquerait donc les manipulations. Et là, une fuite accidentelle aurait été à l'origine de la propagation de la maladie, car comme il le dit en conclusion de l'entretien, l'erreur est humaine, et les scientifiques peuvent aussi se tromper. Cette théorie développée par le professeur Montagnier va susciter une véritable levée de bouclier de l'establishment scientifique et médiatique. Ouais, pour ne citer que quelques titres de la presse au lendemain de son intervention sur CNews, qui a fait du bruit, le lent naufrage scientifique du professeur Montagnier, l'étrange Nobel séduit par l'irrationnel, ou encore le prix Nobel du complotisme. Et de fait, sa théorie est enterrée et elle disparaît du paysage médiatique aussi vite et brutalement qu'elle était apparue. Oui, mais pas définitivement, puisque en septembre 2020 sort un livre intitulé La chimère qui a changé le monde de Joseph Trito. Un livre paru en Italie et qui arrive plus ou moins aux mêmes conclusions que le professeur Montagnier pour relancer cette hypothèse. Tous parano. Moi, je suis parano. Alors, Geoffroy, présente-nous ce Joseph Trito. Qui est-il ? Joseph Trito, c'est un Italien à la carrière médicale et universitaire internationale. Il est microchirurgien, professeur de microtechnologie et nanotechnologie au Royaume-Uni et en Inde. C'est pas tout à fait n'importe qui. Il est président de l'Académie mondiale des sciences et technologies biomédicales. C'est une institution non gouvernementale fondée en 1997 sous les auspices de l'UNESCO.
Et pour le professeur Trito, le Covid-19 qui infecte et tue à travers le monde n'est donc pas un virus naturel. Il affirme qu'il a été créé dans le laboratoire P4 de Wuhan et pour lui, non seulement les scientifiques chinois mais aussi français et américains ont contribué à la production de cette chimère. Selon lui, les origines du virus sont bel et bien nées de la tentative chinoise de fabriquer un vaccin. Alors non pas un vaccin contre le sida comme le disait le professeur Montagnier, mais plutôt un vaccin contre le SRAS pour lequel on aurait inséré des génomes de VIH dans des organismes. Alors il rappelle dans son ouvrage que Xi Jinping a reçu l'aide de l'Institut Pasteur et que depuis ce partenariat, les Chinois savent manipuler et utiliser les génomes du VIH. Et toujours selon Trito, le laboratoire P4 de Wuhan, semble-t-il destiné à lutter contre des maladies, se serait progressivement transformé en un centre de recherche avancé sous le contrôle direct du gouvernement chinois à mesure des progrès réalisés par Xi Jinping. Un centre de recherche avancé, traduit en langue conspirationniste, ça donne un centre de recherche spécialisé dans la conception d'armes biologiques mortelles, c'est bien ça ? C'était la première expérience pour les Chinois en matière de laboratoire P4. Vous savez, si vous n'êtes pas entraîné, vous pouvez avoir ce genre d'accident. Aux États-Unis aussi, dans les laboratoires militaires, il y a ce type d'accident tous les mois. Mais ils contrôlent la propagation car ils savent comment faire. La deuxième chose est l'aspect militaire. Le signe que les militaires soient arrivés à Wuhan pour contrôler la zone et tenter de rétablir une situation normale au laboratoire est, dans tous les cas, le signe que les militaires savaient ce qui se passait au laboratoire de Wuhan. Mais il rejette par contre, et là c'est très intéressant, l'idée que notre Batwoman se serait livrée de son plein gré à des recherches touchant le domaine militaire, si ce n'est par la contrainte. Ah oui, donc Xi Jinping, Batwoman, apparaît finalement davantage là comme une victime que comme le rouage central d'un complot. Oui, et ce qui pourrait confirmer ça, c'est lorsqu'en mars 2020, le général Chen Wayne, qui est une experte justement des armes biologiques, est placée à la tête du laboratoire P4 de Wuhan. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On perd toute trace de Xi Jinping, alors qu'elle était vraiment en première ligne. On se rappelle aussi qu'elle avait émis des doutes sur de potentielles fuites au sein de son laboratoire au tout début de l'épidémie. Ah, tout à fait. Oui. Des rumeurs sur sa disparition pure et simple enflamment alors la complosphère. L'une d'entre elles évoque même sa présence au printemps à Paris, où elle aurait demandé l'asile politique à l'ambassade américaine. Et de fait, c'est vrai qu'il faut attendre le mois de mai pour avoir de nouveau de ces nouvelles. Elle publie alors un message sur WeChat, c'est un peu le WhatsApp chinois, où elle nie avoir quitté son pays. Elle dit « Chers amis, ma famille et moi allons bien. Peu importe la difficulté, ne croyez pas la rumeur qui dit que j'ai trahi. Nous n'avons rien à nous reprocher et nous croyons fermement à la science. » Ce message est accompagné de 9 photos illustrant donc sa vie quotidienne pour rassurer les gens. Ouais, 9 photos qui nous ont quand même interpellés. On voit 8 photos qui montrent des paysages. Alors on voit un lac, un jardin fleuri à l'ambiance apaisante, un petit chemin comme ça là dans la campagne. Il y a une photo qui est prise à l'intérieur. Alors c'est clairement une mise en scène où on voit un canapé avec des fruits posés sur une table basse. Oui, c'est très très bien rangé d'ailleurs chez elle. Mais surtout, dans aucune de ces images, on ne distingue la moindre silhouette humaine. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Tout est vide, c'est la tristitude un petit peu. En mode confinement, quoi. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que si des rumeurs sur sa disparition ont eu le vent en poupe, c'est aussi parce qu'il faut bien s'en rappeler, il faut bien en avoir conscience. Plusieurs personnes qui étaient eux aussi en première ligne de l'épidémie en Chine sont décédées ou ont disparu. Oui, rappelez-vous, outre les médecins et infirmières qui ont donné leur vie pour soigner les patients, lorsqu'ils sont arrivés en grand nombre aux urgences au début, il faut citer les premiers médecins qui ont signalé l'épidémie à Wuhan, contraints par la suite au silence par la police et menacés de renvoi. Le docteur Ai Fen, par exemple, qui a signalé une étrange grippe dès novembre, il a été muselé par les autorités hospitalières. Citons aussi le docteur Li Wenliang, un ophtalmologiste qui a été contraint de se taire et lui, il est décédé du Covid-19 infecté par l'un de ses patients. Ouais, citons aussi les lanceurs d'alerte Chen Qunqi et Fan Bin, 2 journalistes chinois qui sont, au moment où nous enregistrons, toujours portés disparus et qui avaient bravé l'incensure en révélant les angles morts de la crise sanitaire du Covid-19 dans leur pays. À cela s'ajoute le fait que le laboratoire de Shanghai, qui a été le premier à publier le génome du coronavirus le 11 janvier, a été rapidement fermé aussi par les autorités pour, disent-ils, rectification. Rectification, on remet droit, quoi. C'est tout un programme. Et
ce qu'on peut dire aussi, c'est que Pékin maintient depuis un blackout total sur l'information, imposant même récemment des restrictions vraiment draconiennes à la publication de toute recherche universitaire sur les origines du coronavirus. Oui, donc en clair, si je comprends ce que tu dis, il faut désormais l'autorisation du gouvernement chinois pour publier des papiers scientifiques sur ce sujet. Oui, et lorsque le 18 mai 2020, c'est quand même 63 pays qui demandent à la Chine l'ouverture d'une enquête indépendante sur l'origine du virus, eh bien la Chine avait posé des conditions peu acceptables. Ce qui revient finalement à rejeter les injonctions internationales, perçues comme une ingérence. Et depuis, Pékin a quand même dit avoir éradiqué le Covid-19, et la Chine communique avec la volonté d'apparaître comme le meneur mondial de la reprise post-Covid, que ça soit d'un point de vue économique ou idéologique. Une opacité qui explique que de l'avis de tous les experts de l'Empire du Milieu, toute la vérité sur l'origine de la pandémie ne sera jamais faite. Nous l'avons vu, les théories du complot sur l'origine du Covid-19 comportent plusieurs variantes. Création en laboratoire par la Chine ou par les États-Unis, dans le cadre de recherches scientifiques portant sur la fabrication de vaccins ou pire, fruit de l'élaboration d'armes bactériologiques. Ce qui est frappant dans cet épisode, c'est que les dirigeants des deux plus grandes puissances de la planète n'ont pas hésité à reprendre à leur compte et à relayer des théories conspirationnistes. Des théories qui ont d'abord été élaborées par des individus en marge, aux prises de position souvent controversées, issues même pour certains d'entre eux des profondeurs de la complosphère. Ce mélange des genres ne cesse de nous étonner. Surtout que hauts responsables chinois ou américains ont principalement utilisé les réseaux sociaux pour propager leurs accusations. Si on est plutôt habitué à voir Donald Trump se répandre sur Twitter en disant un peu tout et son contraire, nous avons quand même été surpris de constater que les autorités chinoises ont aussi utilisé ce canal pour diffuser leur version, n'hésitant pas à se contredire face aux nombreuses accusations sur leur responsabilité dans le déclenchement et la diffusion de l'épidémie. Si de nombreuses théories du complot suscitent l'adhésion, c'est parce qu'elles s'appuient sur des éléments du réel. Ici, avec le Covid-19, on en a un exemple criant. Vous l'avez vous-même vécu, les nombreuses contre-vérités qui ont été assénées par les gouvernements ou encore l'OMS ont concouru à installer une véritable défiance envers la classe dirigeante. Et le caractère exceptionnel des mesures prises par les gouvernements, à commencer par le premier confinement, a aussi son importance. Quand une bonne moitié des habitants de la planète se retrouvent enfermés, plus ou moins au même moment, que faire alors si ce n'est passer sa journée sur Internet en cherchant des réponses qui pourraient permettre d'expliquer l'inexpliqué ? Inexpliqué parce que c'est une maladie nouvelle. Il est naturel que la recherche, même si elle doit avancer à marche forcée, nécessite du temps. Comprendre pleinement la manière dont le virus se transmet et agit sur le corps humain ne se fait pas du jour au lendemain, même si la pression politique et populaire est forte. Les silences dirigés par le temps long de la recherche nourrissent des angoisses sur la nature du virus. Ce que nous a démontré cet enchaînement d'événements exceptionnels, c'est finalement notre vulnérabilité, morale, politique, technologique. Un grain de sable et notre économie s'écroule. Nos gouvernements improvisent, mentent pour garder la face et n'hésitent pas à jouer avec notre confiance. L'hystérie collective qui accompagnait l'épidémie du Covid laissera des traces dans les mémoires. Et nous entendons déjà parler d'un virus bien plus puissant que ce Covid qui pourrait apparaître un jour. Bref, de quoi nous rendre tous parano. Alors on se retrouve très vite avec un prochain épisode. Ça c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre et explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire ou simplement curieux de savoir, vous êtes là où il faut. C'est Tous Parano. Et comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi, écouté, mais peut-être pas assez. Alors abonnez-vous au podcast et likez, partagez, bref, conspirez pour faire de Tous Parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin peut-être pas partout. Faut quand même faire attention, on n'est jamais assez parano. T'as raison, on nous écoute. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoute ? Eh bien, on écoute Noah Yap avec The Covid on Them. C'est intéressant parce que c'est un rappeur de Singapour qui a fait un morceau destiné à expliquer en fait à la jeunesse de son pays
comment se comporter en cas de Covid. Donc là, on a affaire quand même à du rap, mais du rap un peu policé, un petit peu sponsorisé par la dictature militaire de Singapour. le rap didactique, quoi. Donc voilà, no yap, cela dit, il y a du gros beat. Bon, allez hop. Coronavirus COVID-19 It's 2020 now with the coronavirus. Everyone is panicking, very dangerous. Buying toilet paper, condom, Maggie me. Stock up 30 years supply until 2033. And the worst I see is of course this kind. Buy everything, sell overpriced online. Trying to make a quick buck, you think very fun. What you can't do, make limits. Don't be a dick. Stay at home if you're sick. If you're unwell and out having fun, you're acting like a stupid. Wash your hands, don't touch your face. Cover your mouth when you cough or sneeze. Wear a mask and take a temperature. Later gonna quarantine, don't cry father, mother. Shout out to all my brave healthcare workers. If not for them, we Singaporeans wouldn't be here. They are fighting this war day and night. So everyone, let's team up and let's unite. Don't be scared, stay prepared. Take proper steps to keep yourself safe. Noah Up is here giving you some tips. So everybody come along and sing with me. Don't be a dick. Stay at home if you're sick. If you're unwell and out having fun, you're acting like a stupid. Wash your hands, don't touch your face. Cover your mouth when you cough or sneeze. Wear a mask and take a temperature. Later gonna quarantine, don't cry father, mother. Oh, vous allez finir ce bordel! Je vais vous foutre le pangolin là!